Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 20 avril 2021. L'édition d'aujourd'hui sera assez chargée. Nous allons parler de la visite du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli aujourd'hui en Libye. Aussi, on va parler des principaux projets de développement en Égypte. Et on vient d'apprendre la nouvelle du décès du président tchadien Driss Déby. Nous présentons bien entendu toutes nos condoléances à la famille du président défunt et aussi au peuple tchadien. Le président tchadien Driss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé il y a quelques heures des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord durant le week-end. Et certainement, on sera plus sur cette perte du président tchadien lors de nos journaux télévisés. Donc encore une fois, toutes nos condoléances au peuple tchadien. On va passer maintenant à une autre nouvelle concernant la visite du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, aujourd'hui en Libye. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, est arrivé aujourd'hui en Libye où il doit s'entretenir avec le chef du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, de plusieurs dossiers d'intérêt commun. Madbouli est accompagné d'une délégation de haut niveau qui comprend les ministres de l'électricité, du pétrole, de la main-d'œuvre, de l'éducation, de la coopération internationale, de la santé, des télécommunications, de l'habitat, des transports, de l'aviation civile, du commerce, ainsi que le président de l'autorité nationale des investissements et des représentants des investisseurs et des appareils concernés. Pour parler de l'importance de cette visite pour l'Égypte et pour la Libye, nous avons en ligne M. Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors on voudrait aujourd'hui parler de l'importance stratégique du déplacement du Premier ministre aujourd'hui en Libye, avec surtout cette importante délégation qui l'accompagne pour l'Égypte et pour la Libye. Merci pour votre initiative. Laissez-moi tout d'abord mentionner que les relations égypto-libyennes remontent à très loin, remontent à l'ère pharaonique, même avant la présence romaine en Afrique du Nord. Au moment où il n'y avait pas encore de frontières exactes entre les deux contrées, de nombreux pharaons égyptiens ont régné sur de grandes parties du nord de la Libye. Et de même, de nombreux Libyens ont régné comme pharaons en Égypte. Donc c'est un fait historique qui remonte bien avant la présence romaine, plus de 2000 et 3000 ans en arrière. Ce qui démontre un peu la profondeur de ces relations entre deux peuples qui unissent un désert immense, des frontières communes. L'Égypte a avec la Libye environ 1200 km de frontières sablonneuses qui sont très délicates à contrôler, d'où vient l'importance des relations étroites entre deux peuples et deux gouvernements si possible. La visite du Premier ministre égyptien vient à temps propice, très opportun dans ces relations où il y a un tournant dans les relations dans la Méditerranée en général, la Méditerranée de l'Ouest et la Méditerranée orientale, le rapprochement entre l'Égypte et le Qatar, y compris les pays de l'Europe avec le Qatar, qui veut dire rapprochement un peu avec la Turquie. Et dès qu'on parle de la Turquie, on parle de la présence
turcs militaires, effectivement, autour de Tripoli et dans certaines parties de la Libye, y compris des milices importées, en particulier de la Syrie et de l'Irak, milices que tout le monde sait comprend certains éléments étrangers européens, étrangers à la région et donc européens. Donc cette visite vient à temps opportun pour renouer les rapports après la visite du Premier ministre libyen actuel en Égypte, reçu par le président Sisi. Donc s'inscrit dans une continuité de rapprochement et de retour aux liens historiques, qu'ils soient en matière de coopération, de défense, des intérêts communs des deux pays, et surtout dans le contexte plus général du retrait obligatoire. Le secrétaire général des Nations Unies vient de mentionner hier qu'il était impératif que toutes les milices étrangères qui se trouvent sur le sol libyen se retirent. Je pense que cela est un point fondamental. Je ne parle que pour moi-même, mais c'est un point fondamental et inéluctable dans les discussions qui devraient avoir lieu les jours qui viennent. L'Égypte devrait jouer un rôle important, la Libye vient de le reconnaître, dans la reconstruction de la Libye. Cela n'exclut pas la participation de grandes entreprises européennes et autres. Tout cela est tout à fait important, mais cela renforcera les relations de coopération, d'entente et de préservation des intérêts nationaux des deux pays et surtout de l'Égypte. L'Égypte ne peut tolérer, à mon propre avis, l'existence de milices étrangères sous un nom quelconque, sous une appartenance quelconque, financée par qui sait. Et cela reviendra sur la table et sera un point fondamental. Je pense que les deux parties seront d'accord là-dessus, mais il faudra tout de même avoir des mesures concrètes, tangibles, pour le retrait de ces milices dans l'immédiat. Sinon, je ne pense pas que nous pourrons aller dans l'avant dans les bonnes volontés exprimées par le gouvernement égyptien. Je le pense bien, le président et son Premier ministre. Donc voilà la question. Cela s'inscrit, je le répète, dans une ambiance d'entente, de début d'entente globale dans la région qui comprend le Qatar, la Libye, les pays du Golfe, bien sûr l'Égypte et la Libye dans son peuple et ses gouvernements, qui seront bien sûr à déterminer après les élections générales attendues vers la fin de 2021. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Parfait. Bon, Monsieur Hani Abdelaziz, quelles sont vraiment les questions à la tête des priorités, des intérêts communs entre l'Égypte et la Libye? Bien, du point de vue d'un observateur comme moi, bien sûr, il y a cette affaire de la sécurité de cette grosse frontière sablonneuse, très difficile à contrôler. Il ne faut pas oublier l'événement que vous avez mentionné tout à l'heure sur votre information concernant le président Déby au Tchad. La Libye entretient de grandes frontières avec le nord du Tchad, la région de Tbilissi, où le président Déby a été apparemment décédé ou meurt au combat. Donc l'instabilité du nord du Tchad et du Tchad pourrait créer une certaine instabilité pour l'Égypte via les frontières communes et via les frontières avec le Soudan, qui sont tout de même 800-900 km de frontières, plutôt poreuses aussi, sans qu'elles le soient comme le sont les frontières avec la Libye, mais tout de même très difficiles à contrôler sur le plan stratégique. Donc, moi-même, à mon propre avis, à mon humble avis, je mettrai la question de l'intérêt national égyptien dans le domaine de la protection de ses frontières vis-à-vis toute tentative dirons de sabotage, d'interférence militaire, etc., devrait être, et je suis sûr, le sera la priorité politique sine qua non, sinon le reste ne va pas se passer si facilement qu'on le pense. Donc nous sommes dans un terrain de tâter le terrain, de part et d'autre. L'Égypte, et je le répète très sincèrement, des efforts et démontre une très bonne volonté envers la Libye et le peuple libyen.
mais sans vouloir lâcher sur l'élément principal qui reste sa sécurité nationale. Bon, et concernant la situation interne en Libye, comment est-ce que vous pouvez la qualifier actuellement? Bien, il y a des pas en avant, mais ce sont que des pas assez timides qui ne sont pas encore confirmés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il devrait y avoir des élections définitives vers la fin de l'année, d'après les accords qui ont été conclus à Genève récemment. Le gouvernement actuel est un gouvernement, je dirais, temporaire ou de transition qui doit organiser ces élections. Restera-t-il après où il y aura d'autres intervenants? On ne le sait pas. Bien sûr, il y a deux grosses tendances, mais tant, à mon propre avis, tant qu'il y aura des troupes étrangères, tant qu'il y aura une ingérence étrangère sur le sol libyen et sur les côtes libyennes, je parle bien des côtes aussi, pas simplement du territoire, des ingérences étrangères directes par la Turquie et des ingérences par des milices innombrables qui se vendent à droite à gauche chaque jour. La question est élucidée. Il est bon d'entreprendre les démarches qui sont prises. Il est très bon de les prendre, de démontrer sa bonne volonté, etc. Mais l'Égypte doit considérer ses intérêts nationaux et la sécurité de sa population en premier lieu. Je pense que cela sera le cas. Monsieur Hani Abdelaziz, sous-secrétaire général des Nations Unies en retraite, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci bien, madame. مش هندخل الا بطلب منكم وهنخرج بأمر منكم مش بطلب. مشائخ وأعيان القبائل حضروا لتقديم الشكر والتقدير والاحترام وتفويض فخامتك وتفويض الجيش المصري بالدخول. إن هذا الوفد الذي يضم كل شرائح ليبيا أسعده وجوده في أرض الكنانة لنقل رسالة من أهلهم وشعبهم تقول إن قبائل ليبيا وجيشها الوطني ومجلس نوابها التشريعي يناشدون رئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر أن يهبوا لدعم ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك. نحن يا سيادة الرئيس في حاجة أخرى محمل بها أن نقولها لك. نحن نبغى الشعب المصري يتجه لليبيا. لنشكر الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي الحقيقي على المواقفة ودعمه للشقاء الليبيين. هذه موقفة، ونشكر الشعب المصري بجميع أطيافه. إن تنتصروا بنا فسننصركم. إن تنتصروا بنا فسننصركم. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة.
إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. تحيا شعوب ودول إفريقيا وتحيا مصر. À présent, passer à nos reportages. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et plusieurs autres ministres concernés. La réunion a porté sur le suivi des activités des institutions de parrainage social, du système des crèches pour enfants, ainsi que sur l'activité caritative du Fonds Vive l'Égypte. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion à laquelle ont assisté le Premier ministre Mostafa Medbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït, la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Qabbaj, ainsi que d'autres responsables. La ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Qabbaj a passé en revue les efforts de l'État destinés à développer et à moderniser les institutions de parrainage social dans le cadre de la stratégie nationale de parrainage des enfants et des adultes sans abri dans l'ensemble du pays. Elle a aussi fait état de la création d'une base de données pour ces institutions, du lancement d'une plateforme électronique spécialisée en partenariat avec le ministre des Communications et des efforts visant à soutenir les enfants qui ont grandi dans les institutions de parrainage dans l'objectif de leur intégration dans la société. Le chef de l'État a instruit d'approfondir l'objectif principal de ces institutions, consistant à forger la personnalité des enfants de sorte à ce qu'ils soient capables de faire face aux difficultés de la vie et de réagir positivement à la société égyptienne. Le président a en outre souligné qu'il était indispensable d'intégrer pleinement ces enfants dans la société. Et Sisi a également instruit de considérer les crèches comme des petites et micro-entreprises de sorte à ce qu'elles bénéficient de certaines facilitations. La réunion a en outre porté sur la campagne Abouab el-Khir lancée par le Fonds Vive l'Égypte en ce mois de Ramadan. Cette campagne vise à distribuer d'1 million de plats durant le mois béni, en collaboration avec les associations de la société civile, ainsi qu'à distribuer des vêtements avant la fête du Petit Bayram. Et nous revoilà de retour et nous avons en ligne M. Negui Victor, architecte, pour parler plus en détail de tous les efforts que déploie l'État égyptien en vue de dresser un profil égyptien épanoui. Bon, M. Negui Victor, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Comment ça va? Ça va très bien, merci madame. Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, le gouvernement égyptien et le président de la République y déploient vraiment beaucoup d'efforts afin de créer un profil égyptien assez satisfaisant. Alors, là, la réunion portait essentiellement sur l'intégration des enfants dans des circonstances difficiles dans la société. Comment cela pourra-t-il se faire? Oui, il faudrait tout d'abord dire
que l'État égyptien, avec notre président en tête et le gouvernement, ont pour but la personne égyptienne, l'être humain. Donc tous les projets qui sont déployés dans le pays visent à améliorer qui est la présence et l'état des personnes humaines pour avoir une vie décente. Et cela se traduit par plusieurs projets dans diverses directions. Alors, si l'on prend, par exemple, pour les enfants, dans les écoles, le président a eu une réunion et il a suivi de très près la nourriture qui est donnée et présentée à ces enfants. Car c'est très important. Et il y a des enfants qui n'ont pas le moyen de venir avec des sandwichs ou autre chose en classe. Alors, l'État se prend responsable de présenter un repas, ou oui, on peut appeler ça un repas, de la nourriture, mais avec des vitamines et tout ce qu'il faut. En même temps, le président, il a demandé une visite médicale pour découvrir l'obésité chez les enfants. Il a demandé des visites médicales et inspecter l'ouïe chez les enfants pour être sûr qu'ils entendent. Ça, concernant les enfants. Maintenant, pour leurs parents, on sait très bien qu'en Égypte et qu'au Caire surtout, il y avait des quartiers infects, des quartiers où l'on ne pouvait pas vivre décemment. Alors, il a détruit, il a réhabilité ces quartiers et il a transporté les habitants dans des immeubles avec des appartements décents, avec des appartements bien meublés, propres et dignes pour qu'une personne puisse vivre. Ceci étant, des quartiers encore, des quartiers complets qui ont été refaits dans ce but. En même temps, sur d'autres directions, il a décidé de réhabiliter 1500 villages. 1500 villages parmi les plus pauvres en Égypte. Alors vous vous rendez compte, et il a dit, on rentre dans le village, et quand on est sorti, les habitants sont, les habitations sont prêtes, l'eau potable existe, les égouts et les assainissements sont prêts, l'électricité existe dans l'appartement, les routes sont asphaltées, etc., etc., etc. Donc, ça ne peut qu'être une vision pour améliorer les conditions de vie des personnes. En même temps, il a décidé de fournir et d'aider les petits investisseurs pour des petits ateliers, des petits projets, des petites usines qu'il a construit lui-même et que les jeunes peuvent utiliser. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'avec tous les moyens, par exemple, il insiste, et ça le gouvernement fait un grand travail, la numérisation de tous les systèmes en Égypte. Mais pour cela, il faudrait recycler les gens. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens, tiens, vous allez utiliser ces ordinateurs ou ce système de fonctionnement, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans les impôts, que ce soit dans la facturation de l'électricité, dans tous les domaines des impôts. Donc, il faut en parallèle travailler pour recycler les gens. Et ça, c'est très important. Dans tout cela, il ne faut pas oublier la femme. Et on sait très bien que notre président apporte beaucoup d'attention et beaucoup de respect pour la femme égyptienne. En Haute-Égypte, ce n'est pas un secret, mais bien souvent, le chef de la famille, c'est une femme. Une femme qui prend les directives, et qui donne les ordres, et qui mène la barque de la famille. Seulement, cette femme,
il faudrait l'émanciper. Il faudrait lui apprendre à lire et à écrire. Il faudrait qu'elle soit plus cultivée, ainsi de suite. Donc tout cela sans parler des routes. Il y a une révolution incroyable dans tout ce qui est moins de transport et des routes. L'Égypte a construit plus que 7500 kilomètres de routes, ce qui fait une révolution sans pareil. Les gens, donc les villes sont reliées, les ports sont reliés, les industries ont un moyen de transport facile pour transporter tout ce qui est marchandises, et ainsi de suite. Donc, si l'on veut dire, le gouvernement vise et table sur plusieurs domaines à la fois. Voilà. Parfait. Bon, donc ça, c'est la longue série de projets de développement, que ce soit pour l'économie ou pour la personne même égyptienne. Mais là, tous ces projets très ambitieux se heurtent quand même à deux grands phénomènes que nous avons en Égypte, qui sont la pauvreté et l'ignorance. Comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment est-ce que ces projets peuvent fonctionner en parallèle avec ces deux, quand même, questions très sérieuses? Voilà, ça c'est vrai. Donc, vous avez souligné deux directions qui sont très, très, très importantes. Donc, l'ignorance, je sais que le gouvernement est en train de faire et d'établir des classes et des comment dire en français, et des institutions pour apprendre à lire et à écrire, et pour éradiquer tout ce qui est tout ce qui est analphabète. Voilà. Et ça, il y a des grands efforts, et ce n'est pas seulement le gouvernement qui fait ça. Il y a plusieurs institutions, plusieurs organisations qui participent dans ce domaine. Et là, on voit vraiment le peuple qui est solidaire avec l'appel du gouvernement et avec l'appel des personnes qui ont besoin de ce genre de travail. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, pour la pauvreté, il y a des programmes qui sont mis en place par le ministère... de la solidarité sociale? Voilà, madame. Très bien. Le ministère de Solidarité. Alors, il y a des prêts qui sont donnés. Il y a même des serres et des dons qui sont faits aux personnes les plus démunies. Et il y a même, à cause du Covid, des subventions et des aides qui sont faites, par exemple, pour tout ce qui est agence de tourisme ou établissement de tourisme, vu qu'on a un problème de manque de touristes. Donc le gouvernement soutient ces gens-là et ne veut pas que ces gens-là s'écroulent ou tombent ou se noient. Ils sont là pour, effectivement, comme vous le dites bien, donner de l'argent, des subventions, des programmes de solidarité pour aider les gens à ne pas s'enfoncer, quoi. Et bon, petit à petit, oui. Est-ce que vous pensez, avec tous ces efforts de l'État, des organisations non gouvernementales et de cette qualité de vie qui est vraiment, ne serait-ce que matériellement, vraiment se modifie, est-ce qu'avec tous ces facteurs, ça va favoriser vraiment l'amélioration du profil de la personne égyptienne d'ici quelques années? Et là, quand je parle de la personne égyptienne, je parle de toute l'Égypte. Ben, écoutez, on a des exemples devant nous. Par exemple, au Brésil, il y a eu des programmes pareils. Il y a eu des efforts pareils. Et je pense qu'on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Il faudrait qu'on regarde ce qui se passe ailleurs et on peut imiter, tout en
gardant la nationalité égyptienne, les us et coutumes égyptiennes et notre patrimoine. Mais tous ces projets, je répète encore une fois, au Brésil, en Argentine, au Mexique, il y a eu des projets du Nord, et l'UNESCO, il appuie très fort, même il intervient, et il suit de près tous ces projets. Donc, je ne crois pas qu'il nous faut beaucoup de temps. Non, dans quelques années, vous allez sentir une transformation claire. Soit dans le comportement, soit dans le niveau de vie, parce que surtout, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En Égypte, on avait un manque de moyens. Or, grâce au bon Dieu, je dirais, on a fait des découvertes incroyables concernant le gaz. Ceci étant, on n'importe plus le gaz. Bien le contraire, on devient un hub pour le gaz. Et on fait plusieurs efforts pour construire des distilleries, des raffineries et devenir vraiment un centre d'énergie au Moyen-Orient et au monde. Donc ça aide et ça nourrit et ça enrichit le budget national, ce qui se reflète après sur les personnes, sur les familles et les personnes qui vivent. Maintenant, on est presque en autosuffisance pour le sucre. Le sucre, on est à 90%. On a une autosuffisance concernant le sucre. On lutte et on fait beaucoup d'efforts pour atteindre une autosuffisance ou presque concernant le blé. Concernant le blé. Maintenant, par exemple, on a une autosuffisance d'électricité et on en exporte même dans les pays qui nous entourent. Donc, non, il faut savoir que l'Égypte est un pays qui se lance, et il a les moyens pour se lancer. Et tout cela, oui. Oui, allez-y, continuez. Je dis que tout cela, tous ces projets et tous ces dons du ciel vont sûrement se refléter sur la personne égyptienne. On l'espère. Monsieur Negui Victor, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci. Au revoir. Au revoir. President Abdel Fattah al-Sisi launched the initiative Decent Life in collaboration with the Ministry of Social Solidarity in March 2019. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا إن احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الأكثر فقرا على الإطلاق في بلدنا مصر ونغيرها تماما. The initiative covers 32 million people. The first phase includes 377 villages in 11 different governorates. It provides pure drinking water lines, sealing roofless buildings and houses, and donating blankets and furniture to at least 3 million people. It helps construct 15 schools in the villages, expand job opportunities to establish small businesses. The second phase targets the villages where poverty rates lie between 50 to 75%. Villages with 50% poverty or less will be targeted in the third phase. The Ministry of Social Solidarity provides 80% of the initiative's cost, while the remaining 20% will come from NGOs. The Egyptian citizen today is on top of the state's priorities.
Et nous revoilà de retour pour poursuivre avec nos reportages. Le montant des investissements injectés dans la ville de 4e génération a atteint 175 milliards de livres égyptiennes, générant 672 000 offres d'emploi, a déclaré la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd. Ceci intervient dans le cadre du programme du développement participatif dans les zones urbaines. Un commentaire de Aya El-Chel et Shahina Jasmin. Le ministère de la Planification a participé à un atelier du travail sur les politiques nationales et le rapport avec les interventions de coopération internationale dans le domaine du développement urbain et les mécanismes pour mesurer l'impact et la durabilité de ces interventions tenues dans le cadre du programme du développement participatif dans les zones urbaines. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a expliqué que les objectifs stratégiques du développement urbain dans la vision d'Égypte 2030 consistaient à augmenter l'espace urbain de manière à convenir avec les ressources disponibles et la répartition de la population, en plus d'améliorer la qualité de l'environnement urbain et de maximiser l'exploitation de la position stratégique de l'Égypte au niveau régional et international. Elle a précisé que le volume d'investissement injecté dans l'infrastructure au cours de 5 dernières années avait enregistré 940 milliards de livres égyptiennes. Lors de l'atelier du travail, le ministre adjoint de la Planification aux affaires du suivi de la mise en vigueur du plan du développement durable a passé en revue les mécanismes d'intégration des objectifs de développement durable avec l'objectif de développement urbain. Quant à l'objectif d'élimination de la pauvreté, l'État a développé 53 zones sauvages et dangereuses. 171 000 familles ont bénéficié du programme Logement décent et 944 millions de livres égyptiennes ont été consacrés à la mise sur place de la première phase de l'initiative Vie décente. En ce qui concerne l'objectif de l'éducation de qualité, le ministre adjoint de la Planification a rapporté que des milliers de classes scolaires avaient été construites en 2018-2019. Outre la création de 26 facultés et institutions, ainsi que la mise sur place de 3 universités gouvernementales. Le programme de développement participatif dans les zones urbaines s'est concentré sur les bidonvilles de la région du Grand Caire, dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants et vise à améliorer les conditions de vie de la population urbaine pauvre en leur fournissant de meilleurs services grâce à la coopération entre les organes gouvernementaux et les ONG. Et pour parler plus en détail de ces nouvelles villes de 4e génération, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors bien entendu, comme on vient de le voir dans le reportage, la ministre de la Planification, soutenue bien entendu par le gouvernement, essaye de répartir la population tout autour de l'Égypte. Comment est-ce que cela pourrait se refléter sur l'économie égyptienne? Ça, c'est un projet géant. Je répète, géant. C'est-à-dire... Docteur Passant, vous m'entendez? Docteur Passant Fahmi? Docteur Passant? Bon, une petite pause et on va essayer de reprendre l'appel. Et on va terminer par un dernier reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de mettre en œuvre un programme global de développement de tous les villages égyptiens, environ 4600 villages, loin des gouvernorats urbains du Caire, de Port Saïd et de Suez. Selon le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, les gouvernorats de la Haute-Égypte se taillent la part du lion dans la première étape du programme de développement
de la campagne égyptienne. On vous laisse avec les détails de cette campagne et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau commentaire. Le programme global de développement des villages égyptiens concerne environ 4600 villages, loin des gouvernorats urbains du Caire, de Port Saïd et de Suez. Le programme est mis en œuvre sur 3 étapes, selon le ministre du Développement local, Mohamed Sha'raoui. Le ministre explique que la Haute-Égypte se taille la part du lion des investissements destinés à la première étape du programme. Le volume des investissements publics dédiés au gouvernorat de Haute-Égypte a totalisé 104 milliards de livres de 2018-2021. Soit une hausse de 27% à comparer avec les 3 années précédentes, cette période, a affirmé le ministère du Plan et du Développement dans un rapport sur le plan citoyen pour l'investissement 2020-2021 pour cette partie du pays. Le plan de développement de la Haute-Égypte se focalise sur les zones rurales les plus nécessiteuses pour réduire le déplacement de leurs habitants vers les régions mondaines, de même qu'il vise à exploiter les opportunités qu'elles présentent et à créer des emplois. Dans le plan de l'exercice 2020-2021, 392 projets pour de 7,1 milliards de livres égyptiennes sont prévus à Assiout, 174 projets de 2,4